Alors, bienvenue à ce webinaire ESA Alumni consacré à la corporate finance. Nous sommes très heureux d'ouvrir cette session de rencontre avec une alumni ESA au parcours un petit peu particulier, inspirant, Amel Chouir. Donc, elle intervient aujourd'hui depuis Tokyo, une carrière internationale dans plusieurs pays, donc au sein de grandes entreprises telles que Microsoft, GE, Uber. Donc, elle partagera avec nous pour cette petite heure et son regard sur la finance d'entreprise, les environnements internationaux et bien sûr les compétences clés à développer pour évoluer dans ce domaine. S'inscrit, comme on le disait, dans une relance de ESA Alumni pour créer des petits espaces de transmission, de partage. Merci à toutes et à tous d'être présents. Merci à ML. Et donc, nous sommes ravis de t'écouter. Merci Nedja, merci de m'avoir invitée. Je suis toujours hyper contente de reconnecter. L'école, elle a une grande place. Elle garde encore une très grande place dans mon cœur, donc je suis toujours très contente de pouvoir discuter, échanger. Alors, comment j'ai structuré un peu la session? J'ai regardé les questions que tu m'as envoyées, que les personnes qui participaient, quels étaient les sujets qui les intéressaient. Donc, j'ai à peu près 3 gros sujets. Après, vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment, poser vos questions. N'hésitez surtout pas. L'idée, c'est absolument pas de vous faire une présentation, c'est vraiment de pouvoir échanger, discuter, faire un retour d'expérience, essentiellement. Alors, le premier, il y avait 3 grands sujets. C'était le lien avec l'école. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui était utile? Qu'est-ce que j'aurais aimé finalement avoir à l'ESA que j'ai découvert plus tard? J'avais des besoins. Je parlerai un peu de mon parcours et puis de la fonction finance, corporate finance un peu plus en détail. Quel est le métier aujourd'hui? Comment ressemble? Quel est le métier aujourd'hui? Comment il a été? Et j'avais plein de questions, j'ai vu qu'il y avait plein de questions sur l'IA, l'impact de l'IA aussi sur le métier, donc je peux passer un peu de temps aussi là-dessus. Euh, donc si je démarre, si on revient un peu au départ, j'étais promo 3. Promo 3 à l'ESA, j'avais fait entrepreneuriat et je suis rentrée vraiment, je voulais faire un master après avoir fini ma licence, mais je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. À l'époque, je voulais vraiment être entrepreneur. C'était un peu le rêve et je voulais monter ma propre structure. Donc, je me suis dit, le master entrepreneuriat était parfait. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'était un parcours assez académique, le parcours à l'époque, entrepreneuriat, le master entrepreneuriat. Donc, c'était bien, ça donnait vraiment les bonnes bases. Euh, les bonnes bases en entreprise, c'était assez large. Ce que j'aimais bien, ce que vraiment j'aimais beaucoup sur ce master, c'est on pouvait faire du marketing, on pouvait faire un peu de finance, on faisait un peu de tout, un peu d'opérationnel, et ça permettait d'avoir un peu une vue un peu exhaustive d'une boîte, d'une entreprise, et comment la dynamique fonctionne entre les deux. Donc ça, c'était franchement hyper utile pour moi après. J'ai trouvé plein de choses qui sont restées en fait que j'ai pu utiliser plus tard pour quand il faut discuter avec d'autres départements, discuter avec d'autres fonctions. Pour en avoir fait un tout petit peu, on arrive à un peu mieux comprendre leur langage. Donc ça, c'était vraiment utile. Ce qui était vraiment bien aussi, et là j'essaie vraiment de chercher dans la mémoire parce que ça fait quand même quelques années, euh, les travaux de groupe, la dynamique groupe, des deadlines assez courtes, fallait qu'on bosse avec des gens qu'on connaissait pas vraiment, c'était pas que nos copains à l'école, c'était des gens qui étaient désignés. Et donc, avec certains, ça fonctionnait, avec certains, ça fonctionnait pas très bien. Donc, il fallait quand même faire avec pour pouvoir sortir, pour faire ces projets dans les temps, dans les délais présentés. Donc, ça prépare vraiment au monde du travail parce qu'on se retrouve finalement dans la même situation dans le monde du travail. Après, honnêtement, il y avait plein de bases techniques qui étaient très bonnes, qui sont restées. Je fais de la finance, donc il y avait plein de bases techniques, même quand je faisais un entrepreneuriat en finance, qui sont restées. Je me souviens des cours de fonds de roulement, de besoin en compte de roulement. Je pense que c'est vraiment les bases qui sont restées, que j'ai toujours utilisées après. Euh, donc vraiment, l'école, et je parle de promo 3, je suis sûre que les choses ont vachement évolué. Il y a plein de choses qui sont encore mieux maintenant. Mais l'école, vraiment, elle déméritait pas. Parce que, en fait, je me suis retrouvée, quand j'ai commencé à travailler, je me suis retrouvée très rapidement avec des gens. En fait, je suis rentrée, j'ai fini les âges, j'ai commencé chez Deloitte très rapidement. Mais je suis pas restée très longtemps, je fais 1 an et demi.
Et puis, je rentrais en graduate programme chez GE. Et graduate programme, c'est un peu comme un master en interne dans une entreprise où on fait des rotations, on tourne, on fait plusieurs métiers en finance, on a des cours, des examens un peu en même temps. Euh, et en fait, quand j'ai fait ce programme-là, j'étais confrontée avec des gens, des étudiants aussi, qui étaient sortis de vraiment des écoles hyper prestigieuses. J'avais des gens dans ma promo qui venaient d'Harvard, il y avait certains qui venaient de King's College au UK, qui venaient des US, enfin, vraiment des très grandes écoles. Et au début, forcément, on a un peu le syndrome de l'imposteur. On se dit, mais on n'a rien à faire ici, en fait. Moi, j'ai fait mon master à Alger. Enfin, je suis très loin de toutes ces grandes écoles. On va très vite se rendre compte que voilà, ça va pas du tout. Et finalement, en vrai, quand on commence à travailler, quand on commence à rentrer dans les sujets, on se rend compte que vraiment la formation a été vraiment solide. Et ça m'a permis de survivre. Et c'était pas évident. Les 2 ans étaient très difficiles, mais comme c'était difficile pour tout le monde. Donc, vraiment pour ça, je considère que la formation que j'ai eue à l'école était très solide. Après, sur la partie qui manquait, je trouve qu'il y a vraiment 2 choses. Il y a évidemment l'anglais. Je suis sûre que les choses encore ont évolué aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment français. Français, c'était uniquement le français. Et je suis arrivée dans un monde anglophone et je parlais très peu, donc j'ai dû vraiment accélérer mon apprentissage en anglais. Ce qui est bien, c'est que c'est une langue plutôt facile à apprendre, donc j'ai pu catch-up assez rapidement, mais c'est un handicap en fait. Je pense pour beaucoup de monde, surtout pour passer juste les entretiens, pour pouvoir dépasser juste le niveau d'entretien, l'anglais était essentiel. Donc ça me manquait. Et je dirais peut-être la partie qu'on ne nous apprend pas en école, qu'on devrait, c'est réellement comment arriver à se vendre en fait dans le monde du travail. À comment se présenter, comment vraiment structurer un CV, au-delà juste de la forme et de la structure, mais vraiment comment construire un peu un narratif, surtout quand on fait des entretiens avec un objectif de carrière, une vision. Vraiment, c'est vraiment ces sujets-là qui permettent souvent d'aller accéder à un job ou à un autre ou d'avoir une promotion, etc. Donc ça, il y a des bases qu'on aurait pu apprendre en école. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles en vrai qui le présentent. Mais si je me compare moi à l'époque avec les autres finalement qui étaient dans des grandes écoles, qui ont fait les grandes écoles, ils étaient extraordinaires en termes de présentation. euh, de comment se vendre, pour le même travail équivalent, ils arrivaient vraiment à le vendre beaucoup mieux, et à le présenter beaucoup mieux, et ça fait quand même une très grande différence. Donc, je dirais c'est peut-être ces deux points-là. Mais sinon, ouais, c'est une super école et énormément de choses encore que je garde. Je vais faire une petite pause s'il y a des questions un peu sur l'école avant de passer sur le deuxième sujet. Alors oui, comme on n'est pas très nombreux, donc vous Mm. avez l'option chat et on a l'option tout simplement ouvrir son micro. Enfin, si personne, ça reste encore gérable. Donc levez la main et après on donne. Ouais, et vraiment, n'hésitez pas. Là, je ne fais pas un cours. C'est vraiment pour pouvoir échanger. C'est pour que ce soit utile pour vous uniquement. C'est vraiment, je suis pas là pour faire encore une lecture. C'est vraiment partager ce qui peut être vraiment utile pour vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, non, on peut passer au deuxième gros sujet. Sur la partie carrière. Alors, de base, comme je vous ai dit, j'ai fait entrepreneuriat, donc je pensais pas du tout que j'allais faire carrière en finance. Absolument pas. C'était pas du tout une fonction qui m'attirait. C'était pas une fonction qui me faisait rêver du tout. Euh, mais en vrai, je connaissais pas très bien la fonction. On l'imagine un peu quand on est à l'extérieur que c'est plus peut-être un peu du back office, vraiment de la pure compta. Donc, c'était pas vraiment la carrière auquel j'aspirais. Puis, je me suis retrouvée un peu dedans euh, avec le programme chez GE et puis les jobs qui se sont suivis. Et puis, j'ai commencé à mieux comprendre le métier, à l'apprécier, à évoluer. Et du coup, bah, maintenant, enfin, je vois pas faire autre chose pour le moment et j'aime vraiment beaucoup ce métier. Euh,
Mais je dirais ce qui était le fil conducteur. Donc j'ai fait, si je reviens un peu sur mon parcours, donc j'ai fait Deloitte, j'ai fait l'ESA, j'ai fini l'ESA, j'ai commencé à Deloitte en consulting. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, j'ai quitté, j'ai rejoint GE en programme graduate, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et sur les 2 ans, on vous envoie à droite, à gauche, on vous balance un peu, on vous balade un petit peu entre des fonctions, différentes fonctions de business. En même temps, vous faites des études un peu, enfin des études un peu techniques en finance, métier, mais vraiment orienté GE, la boîte pour vraiment pour être formé, pour bosser dans la boîte vraiment long terme, hein. Eux, ils ont une vision vraiment long terme où les gens rentrent et restent 25 ans, 30 ans. C'est une boîte qui longtemps avait des gens qui restaient, enfin, qui avait des gens qui restaient hyper longtemps dans la boîte. Et donc, j'ai fini le programme et puis j'ai pris le premier boulot. Donc, j'ai commencé à chercher. Et donc, j'étais à Alger, ma dernière rotation. Donc, j'ai fait 2 rotations à Dubaï, une à Londres et une à Alger, la dernière. Et quand on finit, bon, il faut qu'on trouve un job en interne, il faut qu'on se positionne. Et en fait, j'ai commencé à chercher. Et un des trucs très vite, j'ai très très vite compris en mode corporate, c'est qu'on peut vous mettre là où vous êtes utile, où on a besoin de vous, mais c'est pas forcément la meilleure chose pour vous. Donc c'est là où il faut commencer vraiment à se battre, être très clair sur ce qu'on veut pas, ou au moins ce qu'on veut pas. Déjà, vraiment éliminer les choses, les fonctions, les métiers ou les endroits qu'on veut pas, où on veut pas être, et essayer de pousser, créer son réseau, essayer de pousser vraiment pour un peu le poste qu'on veut, être vraiment très vocal. Et c'est ce que je disais, c'est vraiment le truc que j'ai pas forcément appris en cours, j'ai dû apprendre sur le tas, pour vraiment se défendre, essayer un peu de se défendre. Donc, premier job, j'ai réussi à avoir un premier poste à Paris chez GE toujours. Et j'ai fait 5 ans là-bas, mais vraiment des métiers différents. Et j'ai un peu bougé de job en job. Euh, et en fait, ce que je voulais, ou ce que je voulais être sûre quand je parlais de ma carrière, vraiment, vraiment, c'est de construire en fait en morceaux. On n'arrive pas à un poste directement, c'est des expertises qu'il faut prendre à droite, à gauche. Des fois, on fait enfin, des détours. C'est pas forcément linéaire. Des fois, on fait du latéral. On fait la même chose, mais avec un scope un peu différent, avec plus de pays ou un autre pays. Enfin, on change un peu pour un peu développer un peu une compétence vraiment large. Donc j'ai fait vraiment plusieurs métiers. J'ai fait du pur FP&A, après j'ai fait du commercial risk, commercial finance, j'ai fait de la trésorerie, j'ai fait vraiment plusieurs métiers pour pouvoir vraiment savoir avoir une expertise un peu plus large et, euh, et développer vraiment une expertise et de la crédibilité aussi au sein de la boîte. Euh, et c'est les années qui sont très compliquées, surtout en début de carrière. Quand on parlait sur la question de work-life balance, vraiment comment arriver à gérer vie perso et vie pro, je pense que Njla, t'en as subi les conséquences une fois où on devait se retrouver pour aller au cinéma un soir. Et j'ai envoyé une copine pour t'accompagner parce que je ne pouvais pas. Je pouvais pas. J'avais une urgence au bureau et c'était un peu la panique. Il fallait rester au bureau tard. Si intervenir, tu Tu m'as tu t'en envoyé une souviens amie encore? à parler qu'anglais. Donc, j'ai passé Oui, une en soirée plus, grâce à l'anglais. cadeau. Donc c'est jamais évident en fait et jusqu'à aujourd'hui, bon, ça va beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus équilibrée qu'avant. Et surtout, en fait, en début de carrière, et selon les boîtes, la culture de la boîte aussi, il faut choisir l'environnement dans lequel on est. Il y a des boîtes qui sont beaucoup plus intenses que d'autres. Euh, GE était une boîte très, très, très intense et qui demandait beaucoup, qui n'était pas hyper bien structurée. Donc, on se retrouvait à bosser beaucoup. Et je dirais que toute boîte, hein, même celles qui sont hyper structurées, hyper bienveillantes, euh, le boulot prend la place en fait. Si on lui laisse de la place, il prend absolument tout l'espace. Ça bouffe absolument tout l'espace. كما قلت مثلهم يد vraiment donc de un bras vraiment il prend tout le bras et c'était à moi d'apprendre en fait à mettre mes limites, à mieux m'organiser, à être plus efficace, plus efficiente, arriver à apprendre à dire non parce que c'est pas évident.
Surtout quand on démarre, on veut toujours bien faire. La bonne élève, c'était à moi d'apprendre en fait à mettre mes limites, à mieux m'organiser, à être plus efficace, plus efficiente, arriver à apprendre à dire non parce que c'est pas évident. Surtout quand on démarre, on veut toujours bien faire. La bonne élève, il faut faire, il faut faire les choses bien, il faut prouver. Et pareil, le syndrome de l'imposteur, en disant, moi, je viens d'Alger, maintenant j'évolue dans un environnement international. Est-ce que je mérite ma place ou pas? Est-ce que je justifie ma place? Donc, il faut que je bosse beaucoup plus pour prouver que je justifie en plus ma place. Donc, il y a des périodes qui étaient très compliquées et clairement, le boulot prenait le pas, surtout. Mais après, ça dure jamais très longtemps parce que si le boulot prend trop de place, au bout d'un moment, le corps suit plus, la tête suit plus et tout s'arrête. Donc, à un moment, je pense que j'ai appris, ça faisait partie de mon apprentissage, à vraiment gérer ça, à trouver les moments de pause, les moments où faut arrêter, il faut prendre des vacances, des moments où il y a les journées où il faut trouver des breaks. Et aujourd'hui, si je fast forward à aujourd'hui, je pense que je bosse peut-être peut-être pas autant en heures. J'ai appris à être beaucoup plus efficace et aujourd'hui, les outils, l'IA est extraordinaire. Je pense la présentation que vous voyez là, les pages, je les ai faites, je crois, en 5 minutes avec ChatGPT. J'ai pas fait un seul truc sur les pages. J'ai discuté avec ChatGPT, il m'a produit les pages en 5 minutes. Chose que peut-être avant, ça m'aurait pris peut-être 1 heure pour bien faire les bonnes couleurs, bien positionner le truc au bon endroit. Donc, il y a vraiment beaucoup d'efficacité, d'efficience à trouver sur les outils et beaucoup de priorisation. Priori, comment tu dis? J'ai trouvé le mot. Des priorités, créer enfin, avoir ses priorités. Et il n'y a pas, en fait, quand on dit balance, ça ne se passe pas dans la journée. Mais c'est pas tous les jours que je bosse tant, je passe tant de temps avec la famille, je fasse tant de sport ou là, des trucs que j'aime bien, etc. Il y a des semaines compliquées, il y a des semaines où il faut lever le pied et des vendredis qui sont light, dans la journée aller faire. Moi, des fois, j'ai des matinées où je vais aller faire mes trucs perso, je retaffe l'après-midi, je me reconnecte peut-être le soir pour faire 2, 3 trucs. Après, je suis dans une situation où je bosse beaucoup avec des time zones très différentes. Donc, mes boss, ils sont aux US, mes équipes, ils sont un peu partout, en Inde, en Australie. Donc, en termes de time zone, j'ai parlé à la famille à Alger, faut s'organiser pareil pour trouver le bon créneau pour pouvoir parler à Alger. Donc, beaucoup de flexibilité, je dirais trouver de la flexibilité et trouver et s'assurer arriver à dire non, trouver les espaces, trouver le temps pour pouvoir récupérer, prendre du temps pour soi, ce qui n'est pas évident. Euh, mais c'est un effort, c'est vraiment un effort. Ça vient pas tout seul, comme je disais, le boulot, il prend absolument toute la place si on le laisse faire. Et donc après GE, je suis passée, en fait, ça faisait 5, 6 ans, 8, 16 ans à Paris, je voulais vraiment bouger. À Paris, j'étais arrivée en me disant, je vais faire ça 2 ans et je vais voir ce que ça donne. Je me suis retrouvée, ça faisait déjà 6 ans et j'avais fait un peu le tour chez GE, j'avais fait tous les métiers qui m'intéressaient, je voulais vraiment faire autre chose. Et en fait, ce qui était bien, ce qui est commun dans tous mes jobs, c'est LinkedIn. Ça a toujours été le fil conducteur. Tous les jobs que j'ai eus ça a été des HR qui m'ont contacté sur LinkedIn, que ce soit GE, que ce soit Microsoft, que ce soit Uber. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis toujours assurée que mon LinkedIn était nickel, que j'avais tick, que j'étais ouvert à la recherche, même si j'étais en poste, j'étais très heureuse. Euh, j'ai toujours été enfin, à l'écoute du marché. Parce que c'est là, par exemple, bon, Microsoft, je me suis mise à l'écoute, mais c'est arrivé un peu par hasard. Et c'était la meilleure décision que j'ai faite. Enfin, très, très contente d'avoir bougé chez Microsoft. Et même quand j'étais chez Microsoft, et j'étais très heureuse, c'est vraiment une boîte hyper bienveillante, très intéressante. euh, je me suis quand même mise en veille. Et,
Et Uber est arrivé un peu par hasard parce qu'en fait, je voulais quitter la France. Donc, je suis restée, après GE, je suis restée chez Microsoft parce que Microsoft ne pouvait pas dire non à Microsoft quand ils viennent. Donc, je suis quand même restée à Paris pour ça. Et au bout de 3 ans, le Covid, je dis, bon, là, faut vraiment que je bouge. J'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de quitter Paris. Et Uber est arrivé un peu pareil par hasard. LinkedIn pour un job en France. Je leur ai parlé, j'ai maintenu le lien, puis je leur ai dit non, en fait, j'ai envie de quitter la France. Et en fait, ils sont revenus 2, 3 mois après en me disant, écoute, il y a un poste qui s'ouvre à Dubaï. On sait que tu voulais venir potentiellement bouger à Dubaï. Est-ce que ça t'intéresse? Donc, en termes aussi, ce qui a fonctionné bien pour moi, c'est que j'ai toujours été très claire sur ce que je voulais, je l'ai toujours dit, que ce soit en interne, même quand je fais des entretiens à l'extérieur, avec mes boss, j'étais toujours très claire en disant, voilà, ma priorité, c'est j'aimerais bien aller à Dubaï en premier, et s'il n'y a pas, j'aimerais bien aller en APAC, peut-être Singapour, des villes un peu similaires, je ne pensais pas du tout au Japon, c'était plutôt Singapour. Et vraiment, dernière option, c'est les US, parce que les US, non, j'aimerais pas vivre aux US et j'ai pas changé d'avis depuis. J'essaie d'éviter d'aller aux US au maximum. Et en fait, en étant très, très, très clair, les gens se rappellent de ça. Et finalement, après, enfin, Hubert est revenu en me disant, écoute, on sait que tu étais intéressé, est-ce que ça t'intéresse toujours? Est-ce que tu veux passer les entretiens? Et puis ça s'est fait comme ça. Et pareil chez Hubert, je disais, OK, je veux bien rester à Dubaï, mais s'il y a une opportunité pour évoluer, EPAC reste ma priorité avec Singapour. Au final, c'était Japon, c'était pas plus mal. Je suis beaucoup plus heureuse et contente d'être au Japon que Singapour. Mais c'est vraiment le fait de pouvoir communiquer clairement ce qu'on veut. Et comme je disais au tout début, les boîtes, si on les laisse faire, ils m'ont proposé, par exemple, Uber, ils m'ont proposé d'aller vivre à Sao Paulo, au Mexique, New York ou la SF. Et je dis, mais en fait, il y a aucune ville dans ces listes où je vous ai dit j'ai envie de vivre ou j'ai envie d'aller. Genre, qui fait si on passe je vous ai dit Singapour, tu me dis, va vivre au Mexique. Euh, donc, il faut vraiment, enfin, pour moi, au moins, ce qui a fonctionné, j'ai toujours été très, très, très claire euh, sur ce que je voulais, ce que je voulais pas, et finalement, être patient aussi, être très patient. Parce que pareil, je crois, juin dernier, avant le Japon, je voulais quitter encore Uber, j'avais une offre en externe. Et ce qui est aussi bien, ce qui marchait aussi, c'est que j'ai toujours eu des mentors. Et des mentors, en fait, c'est des gens avec qui j'ai bossé, avec qui ça s'est bien passé, avec qui j'ai gardé le lien. Ça fait partie du réseau, ça fait partie des gens qu'on peut toujours appeler pour un conseil. Et par exemple, donc, j'avais un job en externe, j'étais plus trop heureuse en fait sur le job à Dubaï. J'avais fait le tour, ça faisait 4 ans. Euh, je, je- je voulais vraiment, je voulais un peu de changement. Et en fait, j'ai appelé mon ancien patron qui était dans la boîte aussi. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai cette offre en externe. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'elle est intéressante? Voilà, moi, je vois pas, il y a pas d'évolution pour moi ici en ce moment. Il y a pas de, on m'a dit, il y a rien, il y a pas de job pour le moment. Pour toi, il y a que, enfin, si tu veux changer, il n'y a rien. Euh, et je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, non, c'est intéressant, essaie de négocier ça. Tu peux peut-être négocier ça et ça. Et je lui dis, OK, d'accord, très bien, super, merci. Je raccroche et je crois 10 minutes, 15 minutes après, il me rappelle, il me dit, est-ce qu'on peut se parler? Écoute, le job, il est intéressant, mais moi, je te propose de peut-être venir bosser pour moi. Je pourrais pas te payer comme les autres, mais au moins, tu sais que tu bosseras pour moi et tu resteras dans la boîte si tu veux rester. Euh, et en vrai, vraiment, c'était pas du tout une décision d'argent, c'était vraiment la personne parce que je lui faisais confiance. Je dis, OK, d'accord, je reste. Je suis restée avec lui, je crois, 3 mois sur un autre poste. Et en fait, il y a le job là où je suis aujourd'hui qui s'ouvre potentiellement au Japon. Et du coup, on me dit, écoute, si tu veux bouger. Donc, il y a des moments où je pense que là aussi, la patience, c'est pas évident quand on est dans un poste, quand on en a marre, quand on supporte plus personne autour et que ça devient compliqué quand on a envie de quitter. Mais la boîte, mais si l'environnement est pas hyper toxique, la boîte reste bien. J'ai beaucoup, enfin, j'ai appris à être. Je pense que la patience, c'est pas réel. La patience a plutôt bien fonctionné.
Euh, donc, si on passe un peu plus de temps maintenant sur la finance, sur le métier, rentre un peu plus technique. Je ne sais pas si ça intéressera absolument tout le monde. Vous me dites si je deviens trop technique et si ça devient ennuyeux. Et je peux toujours ajuster. Mais en fait, la finance, quand j'ai démarré ce que j'ai appris en cours, pareil, c'est les bases de métier. On dit, voilà, vous allez rentrer en entreprise, ça va être à peu près ça. Euh, bilan, euh, j'arrive même plus à retrouver, pardon, les mots en français. Ouais, alors, bilan, De Je pense que dans le résultats, tableau des euh, flux. tableau. on peut en anglais, Je, t'inquiète pas. je Y sèche, arrive, c'est horrible. C'est horrible. parlons. Euh, donc, PNL, bon, balance sheet, PNL et cash flow. Donc, on dit, voilà, les trois financial statements. C'est comme ça que ça fonctionne. Fonds de roulement, besoin de fonds de roulement, etc. Et en fait, quand tu arrives t'arrives en entreprise, ça devient beaucoup plus concret. Et un de mes anciens managers m'avait dit, en fait, la finance, c'est la langue du business. C'est vraiment comme une langue. Tu apprends une langue et c'est ce qui permet de expliquer un business, le traduire, le justifier, l'expliquer. Et je trouvais ça très, très vrai, puisqu'en fait, en vrai, quand on parle une langue, on peut vraiment naviguer. Donc, moi, j'ai fait vraiment du e-boîte industriel, c'était les usines, il y avait des turbines à gaz. J'allais bosser on faisait des inventaires sur des boulons, sur des vis, vraiment pure industrie, à Microsoft qui va vendre des licences ou du cloud, de la consommation cloud, à du Uber qui est une marketplace qui vend des courses tous les jours. Donc, le métier, la nature, la nature du métier, elle est la même, la compréhension, elle est la même. Un financier, son objectif, c'est de protéger le business et d'aider à la croissance, vraiment de pousser le business à aller plus loin, et de faire de la croissance tout en le protégeant et en maximisant le retour sur investissement. Donc ça, la logique, on la retrouve vraiment sur toutes les industries, toute industrie confondue. Euh, les logiques sont exactement les mêmes. Maintenant, comment le métier est fait est vraiment différent. Et encore, il est en pleine évolution et il n'arrête pas d'évoluer. Et ça fait 16 ans j'ai 16 ans de métier. Sur les 16 ans, euh, si je revois comment je faisais mon métier, ou même mes managers à l'époque faisaient leur métier à l'époque, à aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. Vraiment absolument rien à voir. J'ai commencé où c'était vraiment du data crunching. L'idée, c'était de sortir un chiffre. C'est juste sortir un chiffre qui est correct, qui est juste. On passait énormément, 80% du temps juste pour sortir un chiffre qui soit bon. Et après, on faisait 20% d'analyse puisqu'on restait pas beaucoup de temps pour faire de l'analyse. Mais vraiment, j'ai passé énormément de temps à faire ça. Je pense que les outils, les systèmes ont tellement évolué aujourd'hui qu'on arrive à l'avoir assez rapidement, assez facilement, selon les boîtes et selon comment on est outillé, évidemment. Mais le métier aujourd'hui, si je prends une corporation comme Uber ou comme Microsoft, le financier, on n'a absolument plus besoin de lui pour nous sortir des chiffres. Il y a encore des métiers, hein, il faut toujours valider, il y a toujours quelques métiers qui permettent de valider, mais il y a tellement de choses qui sont automatisées, structurées, des réconciliations qui sont faites automatiquement, qu'il y a une énorme partie de ce métier-là qui tend à disparaître, qui a été déjà à l'époque remplacé quand j'ai commencé. Je commençais déjà à avoir plein de transitions de plein de métiers de back-end. Finance back-end était déjà placé sur des BPO en Pologne, en Inde, où on externalisait ces jobs-là qui étaient très automatisés, qui aujourd'hui, les outils AI au sens large le font, et le font très très bien à une vitesse incroyable. Donc il y a énormément de ce métier-là qui change. Donc après, on a le back-end qui est de la pure finance, euh, vraiment qui est lié aux chiffres validés, le reporting, qui soit bon, qui soit compliant, qui soit dérisqué. Après, il y a la partie business, qui pour moi est et la partie la plus intéressante, parce que je dis ça parce que je le fais, donc forcément, je vais dire ça. Euh, mais ce métier-là, en fait, l'idée, c'est de
passer le moins de temps sur les chiffres, enfin, valider les chiffres, mais passer beaucoup plus de temps pour apporter de la valeur au business. Donc, quand on travaille, et que ce soit chez Microsoft ou chez Uber, plus ou moins, c'est toujours été la même chose. Je travaille avec mes business partners pour leur donner de la visibilité sur les risques qu'ils ont, sur le forecast qui va venir. Donc, dire, voilà, sur les semaines prochaines, sur les prochains mois, voilà comment les chiffres se goupillent. Voilà votre forecast. Sur la base du forecast, est-ce que c'est un bon forecast? Est-ce qu'on est dans les clous ou est-ce qu'il faut réajuster? Est-ce qu'il faut mettre en place des actions pour réajuster? Est-ce qu'il faut réinvestir à droite, remettre de l'argent à gauche? Peut-être plutôt faire des savings et récupérer de l'argent sur tel projet, le redéployer ailleurs parce qu'il y a des retards, parce qu'il y a des délais. Et vraiment passer beaucoup de temps sur cette partie-là, business partnering, et qui fait qu'en vrai, en tant que financier, pour pouvoir encore faire bien son métier, il faut bien comprendre le business. Donc, on se retrouve en fait hyper, hyper lié au business, vraiment day to day. On est autour de la table de la décision et il faut vraiment construire une expertise business comme quelqu'un qui est aussi dans le business pour pouvoir prendre les bonnes décisions, avoir les bonnes analyses, apporter de la valeur. C'est un métier qu'on ne peut plus faire juste en étant sur des chiffres et sur des états financiers. C'est vraiment un métier qui maintenant qui s'est transformé on a besoin, et surtout avec l'IA. Si je prends par exemple l'IA, aujourd'hui, ce que je faisais beaucoup avant, c'était du forecast, du planning, du weekly performance review, de faire de la performance, les insights sur la perf. Aujourd'hui, par exemple, juste, j'ai une réunion ce matin où on est en train de lancer un outil d'IA génératif qui va faire les commentaires pour moi toutes les semaines et qui va me dire, voilà, la semaine dernière, on a fait moins de volume parce qu'il y a eu de la pluie et parce qu'il y a eu un match de foot, il y a eu un match de foot le week-end, l'Australie jouait, donc les gens étaient dehors, il y a eu de la pluie, sortant de soirée, ils ont pris des. Et donc ça, c'est des outils aujourd'hui, ils sont capables de le faire. Et je l'ai vu chez Microsoft, ils étaient déjà à ce niveau-là. Uber, on est en train de catch-up, arriver à ça. Donc ça, c'est des métiers où on avait de base des analystes. C'était mon métier quand j'étais recrutée, je faisais beaucoup de ça. Donc c'est des métiers qui vont potentiellement même disparaître. Pareil, le forecasting, par exemple, on fait toutes les semaines. Chez Uber, on fait vraiment toutes les semaines. On fait tous les mois un forecast du trimestre. Et on le fait à la semaine et toutes les semaines, on dit, OK, on avait dit qu'on allait faire tant la semaine dernière. On a fait tant finalement. Pourquoi? Ce forecasting-là, on le fait, c'est lourd, c'est 2 semaines. C'est à peu près autour de 2 semaines, on fait le forecast, on prépare les reviews, on les présente à notre business partner, on va présenter au global, on discute, on réinvestit à droite, à gauche, etc. Il y a énormément de temps qui est dédié à ce process-là. Aujourd'hui, on a des outils, on est en train de les développer. Il n'y a pas encore complètement, mais ça va arriver. Je pense dans vraiment peut-être 6 mois, je pense qu'on y arrivera. C'est avoir des machine learning pour faire le forecast à notre place. Le modèle, il te sort, on a 5-6 modèles de machine learning qui peuvent me sortir un forecast, 5 différents forecasts, et puis je choisis celui qui me semble le plus correct. Et je l'utilise au lieu que ce soit une personne qui le fasse et qui passe 3, 4, 5 jours dessus pour sortir la même chose. Aujourd'hui, on a le machine learning qui arrive à le faire. Et encore dans des boîtes, c'est déjà le cas et c'est complètement utilisé. Quand j'étais chez Microsoft, une des raisons j'ai quitté Microsoft, c'est que c'était trop avancé. Ils étaient vraiment trop en avance. Et c'était vraiment une des raisons pour moi de bouger parce que je me disais, en fait, si je reste là, à part bosser chez Microsoft, je ne vais pas être utile sur le marché extérieur parce que quand je vais aller dans une autre boîte faire de la finance, je me retrouvais à refaire ce que maintenant les machines font et je serais incapable de le faire. Donc, je me dis peut-être c'est trop tôt pour moi. Microsoft, c'est un peu trop avancé pour moi. J'ai envie d'apprendre encore. J'ai envie encore de construire de l'expertise encore avant d'arriver à ça parce que eux, ils étaient 10 ans en avance, vraiment. C'était beaucoup trop, enfin, ils étaient beaucoup plus en avance que tout le monde.
Donc les métiers en fait changent, le métier change énormément. J'ai aucune idée de ce que le métier va être exactement, comment il va être dans 1 an, 2 ans. En plus, avec la tech, elle avance tellement vite, ça avance tellement rapidement qu'on ne sait pas trop. J'ai commencé en fait, on a, je crois, bon, comme tout le monde a découvert ChatGPT en même temps. En interne, j'utilise alors Gemini, ChatGPT, Claude, absolument tous les outils. Et mon utilisation d'il y a 6 mois, elle n'a rien à voir avec l'utilisation aujourd'hui. Ça avance tellement vite, ça propose des choses où même on ne pensait pas possible. Claude est extraordinaire en termes de ce que ça peut produire. Ça me sort des analyses hyper poussées, ça me challenge. Donc, les outils vont être là, ils vont changer le métier. Par contre, ce qui va rester, je pense, euh, c'est la réflexion, le jugement qu'on va mettre dessus. Faut vraiment pour prendre un résultat, le modèle sort quelque chose. Je pense qu'on n'arrivera pas tout de suite à faire confiance complètement aux outils. Donc, il y aura quand même une couche d'humain dont on aura besoin euh, pour, euh, pour pouvoir poser son jugement dessus et avoir aussi l'accountability, quelqu'un de responsable, qui est le responsable, qui a pris la décision. On va pas dire c'est l'IA qui a pris la décision, c'est un tel qui a pris les décisions. Donc, je pense que ça bougera pas. Mais par contre, je pense que, par exemple, chez nous, enfin, dans toute la boîte, il y a eu une annonce assez publique qui s'est faite en disant notre CTO, Global CTO, qui dit on a explosé les budgets à cause de Claude, parce qu'il y a eu une surconsommation de Claude et on a explosé les budgets en millions. Euh, la réalité, c'est que aujourd'hui, on dépense dans l'IA, mais on dépense pas forcément, on réduit pas forcément les coûts dans l'humain. Et je pense que ça va arriver à un moment, on va dire, bon, on va dépenser à droite, il faut faire de la décroissance ailleurs. Et je pense qu'il y a beaucoup de métiers d'analyse, d'entry level, sortant d'école aujourd'hui comprendra plus, parce que c'est des métiers, c'est des choses qui vont être faites automatiquement par les outils. Donc pour les gens sortant d'école, c'est là où ça va devenir, je pense, compliqué le marché du travail. Et il faut se repositionner aussi sur des métiers ou des sujets qui restent encore, qui ont de la valeur et qui peuvent être, où il y a de l'employabilité. Parce qu'il y a réellement des métiers qui, aujourd'hui, on est formé pour, mais qui n'auront plus, on n'en aura plus besoin en fait dans plein d'entreprises. Alors, une petite question, Amel, qui vient d'être posée dans le chat par Nessima Gérard. Donc, Nessima, si tu nous entends, tu peux mettre ton micro, sinon je peux poser la question à ta place. Hello, oui, merci, c'est super intéressant so far. Moi, j'ai une question concernant l'AI ou les agents que vous mettez en place. Comment vous challengez et vérifiez justement les Oui. outputs Ouais. to be able to take right business decisions? Ouais. Alors, il y a plusieurs outils, c'est pareil, selon ce qu'on veut en faire, quel est l'output qu'on veut. Si je prends par exemple le machine learning, ce qu'on fait, et pareil, j'ai vu chez Microsoft, c'est exactement le même process, c'est on va maintenir notre process habituel et on prend le process de l'IA en parallèle et on compare et on fait tourner pendant 6 mois, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, on teste. On teste assez régulièrement pour vérifier que les résultats, on arrive à... L'idée, c'est si l'outil me donne le même résultat que l'humain, j'ai déjà gagné. Parce que cet humain va faire autre chose. Cette personne va faire autre chose au lieu de passer du temps sur ça. Et souvent, sur là où je l'ai vu sur plein d'endroits, par exemple sur le ML forecasting, la machine fait mieux. Assez régulièrement, elle fait mieux. Euh, c'est le même, je dirais, c'est la même problématique que quand on a un humain ou une machine. On appelle ça garbage in, garbage out. Si on met n'importe quoi dans l'outil, bon, on aura un peu n'importe quoi qui va sortir. Donc, il y a aussi la couche de data et d'informations qu'on va donner à l'IA, à l'outil qu'on veut utiliser. Est-ce que c'est un outil qui... Et pareil, il y a plein de paramètres qu'on peut prendre en compte. Si c'est sur par exemple, des datas assez sensitives, tu le mets dans un environnement fermé, pas comme ChatGPT qui va aller chercher sur Internet tout et n'importe quoi. On le met sur un environnement hyper fermé. Voilà une base de données. Voilà les infos. Généralement, on ne peut pas tromper parce que la base de données,
elle est plus ou moins là. Et après, c'est le rôle de l'humain finalement, c'est de valider, vérifier que l'outil, ce qu'il sort, ça a du sens. J'ai des exemples concrets sur, par exemple, là, on a essayé, ça fait 6 mois qu'on essaie de monter le machine learning, par exemple, avec mon équipe. Et le retour, leur feedback était souvent, mais en fait, le résultat, c'est un peu black box. Je ne sais pas trop ce qui rentre dedans. Donc, ce qui me sort, je ne suis pas hyper sûre. Donc, on a travaillé avec des équipes pour ajouter quelques KPI, quelques métriques. Ce qui est bien, en fait, aujourd'hui, dans les outils qui existent, c'est vachement malléable. Et ça évolue tellement vite il y a plein d'ajustements qu'on peut mettre, des trucs qu'on peut rajouter un peu plus. Donc, on arrive quand même à le valider. Mais encore une fois, on ne prend jamais le résultat tel quel. Vraiment, aujourd'hui, il faut vraiment que l'humain vérifie, valide et, et confirme. Et je pense que probablement, long terme, il y a des use cases où l'IA fonctionne bien. Par exemple, sur le support, on l'a beaucoup sur j'ai perdu mon téléphone dans la voiture ou je ne suis pas d'accord sur le prix avec le chauffeur. Est-ce que vous pouvez me rembourser? Aujourd'hui, le support, en fait, le chat, c'est plus une personne. C'est que de l'IA, c'est 90% de l'IA derrière. Et avant que ça soit commercialisé, c'est testé, il y a des pilotes, enfin, c'est vachement testé avant d'arriver à un defect rate qui est à 98%, qui est même plus qu'un humain, finalement. Et pareil, les sujets, par contre, on va automatiser la majorité, mais dès qu'il y a un sujet safety, par exemple, s'il y a je me suis fait agresser, mon chauffeur m'a agressé ou mon client m'a agressé, là, ça passe chez l'humain. Là, c'est un agent derrière qui va venir et qui va prendre le relais. Donc, c'est un choix, en fait, entre aussi qu'est-ce qu'on veut qu'il soit absolument juste à 100% ou est-ce qu'on est OK avec une marge de manœuvre parce que derrière, ça nous fait des savings, ça nous permet de gagner en temps, en argent. Il y a toujours des trade-offs à faire. Merci. Merci, Emel. Alors, on a une autre question. Ça rejoint un peu la mienne. Donc, je vais me permettre, Yasmine, alors, la question vient de Yasmine Hanoun. C'est une alumni MBA 16. D'accord? Donc, elle te demande, en gros, de me reprendre aussi, qu'est-ce qui est possible de faire, pardon, pour maîtriser la finance d'entreprise à un niveau d'excellence? Est-ce qu'on parle d'autodidacte? Est-ce qu'il y a des formations cibles? Est-ce qu'il y a de la lecture, des outils, des bonnes habitudes à prendre pour justement performer et gagner cette rythmique pour l'excellence dans ton métier? Je dirais alors, il y a la partie pure technique de comment les. Alors, ça dépend où est-ce quel métier exactement. Pareil, en finance, il y a vraiment beaucoup de métiers. Si c'est de la compta pure, parce qu'on a des chefs comptables, des directeurs vraiment de la partie plutôt comptable pure. Là, c'est vraiment technique et il y a un apprentissage à faire, il y a des certifications, il y a des certifications internationales qui existent pour ça, pour vraiment devenir certifié, expert dans le sujet. Après, la partie vraiment business, partie corporate finance plutôt business, strategic finance, business partnering, pour moi, il faut les bases. Et je parle je dis pas du tout que je suis à un niveau d'excellence pour dire que c'est un bon benchmark, mais juste ce qui a fonctionné plus ou moins pour moi jusque-là. Euh, il y a la partie de base, la finance de base, et j'ai jamais été vraiment une experte en finance. Tu me demandes le code IFRS pour tel compte, comment on le traite, aucune idée. Enfin, je vais connaître le principe, la logique, mais techniquement dans le détail, pas du tout. Ce qui m'a vraiment aidé, je pense, c'est vraiment la partie compréhension du business. Quand j'étais en usine, quand je bossais chez GE, j'allais dans les usines, je passais du temps voir les équipes, comment ils montaient une turbine, comprendre le fonctionnement, comment le flux, qu'est-ce qu'on envoie, à quel moment on envoie le camion, combien on garde le stock, comment le stock tourne, pourquoi on a des personnes dans un site qui font manuellement du cuivre et qui tournent du cuivre sur une bobine. Chez Microsoft, pareil, j'ai fait mes certifications cloud, Azure,
pour comprendre comment, parce que pareil, je ne peux pas aller à l'usine pour le cloud, mais je voulais complètement comprendre et c'était un training vraiment ingénieur, c'était des ingénieurs obligatoires, c'était pas obligatoire pour la finance, mais je l'ai fait, ça m'a permis vraiment de comprendre comment le cloud fonctionne pour que moi derrière, quand j'ai une discussion financière, quand je vois un chiffre, je comprends d'où il vient, pourquoi il y a ce chiffre-là, comment on le comprend. Pareil chez Uber, je reviens par exemple tout juste d'Inde où je suis allée voir le site de nos plus gros gestionnaires de la flotte. On a des partenaires flotte qui vont avoir des milliers de voitures. Je suis allée euh, dans les entrepôts, voir comment ils fonctionnent, comment ils onboardent un driver, comment ils le forment, comment on arrive à un driver, qu'est-ce qu'on lui donne comme bonus pour qu'il rejoigne Uber, comment on arrive à le garder motivé. Je parle toujours, quand je prends un Uber, je parle beaucoup aux drivers. Je demande à tout le monde de faire un peu l'expérience. Quand je descends en ville, j'essaie de voir comment ça fonctionne, l'aéroport, comment est l'expérience aéroport. Réellement, je pense qu'il permet vraiment d'être un bon financier, je dirais pas excellence, mais vraiment un bon financier, c'est vraiment comprendre le business en profondeur. Après, le reste suit. Si on a les bonnes bases en finance, on comprend très très bien le business, le reste suit. C'est pour ça que chaque fois que je prends un nouveau job, je passe les 3 premiers mois à juste essayer de comprendre vraiment en profondeur le business, vraiment dans les détails. Et je pense que la combinaison des deux permet de bien fonctionner. Après, c'est que du bon sens. Le reste devient du bon sens. Est-ce Et, que, Mhm. est-ce que, Amel, on peut revenir à cette petite expérience quand même que tu as eue à l'ESA? Nous autres qui n'étions pas dans ta spécialité entrepreneuriat, on était vraiment Ouais. fascinés par le prof Oujet, qui était à la recherche, je ne sais pas où il Ah est, ouais, ouais, en vous êtes marketing. des fonds rôle BFR, FR, BFR. Mais avec son, il avait quand même une dynamique extraordinaire, c'est qu'il faisait le tour des entreprises. Ouais, Et vous avez appris très tôt à aller en mission. ouais. Non, et c'est génial, mais c'est vrai, c'était les 3 missions. Je me souviens très bien d'une mission à Zasga, je pense. On est allé voir une boîte qui faisait des poteaux, produisait des poteaux électriques et qui installait, je me souviens très bien, ils installaient même plus bled vraiment dans la montagne. Ils avaient des ânes. Ils avaient des ânes qui montaient les poteaux parce que les zones étaient hyper difficiles d'accès. Et pareil, c'est vraiment un truc qui m'a marqué dans l'école. C'est si j'étais pas allée pour voir qu'il y a des ânes qui montent, qui prennent des poteaux, et pourquoi dans leur inventaire, dans leur balance sheet, dans leur bilan, ils avaient des ânes comme assets, comme actifs, il n'y a aucun moyen que je puisse comprendre le truc si j'avais pas visité, j'avais pas fait cette mission à Azazga pendant une semaine. Et vraiment, je pense que c'est un des trucs qui m'est vraiment resté, que j'ai gardé après. Donc oui, merci, merci Léza. Ok, mes amis, bah, écoutez, on est à l'heure. Donc, je pense qu'on a bientôt fini. Est-ce qu'il y a une dernière question, euh, hors celle de Salah Eddin? Parce que Salah Eddin vient de poser une question sur le chat. Tu peux la poser en direct si tu veux, Salah. Tu as le micro. On n'est pas si nombreux que ça, donc on peut se permettre. D'accord, merci Nejla. Merci Amel pour le partage de votre expérience et très enrichissant et inspirant. J'ai une petite question, donc, puisque vous avez deux casquettes, entrepreneuriat et finance. Selon vous, comment les futurs entrepreneurs peuvent-ils mieux intégrer les principes de la finance d'entreprise des- dans les premières étapes de la création de leur projet? Ouais. C'est drôle parce que pareil, on a énormément fait. C'est une boîte, Uber par exemple, c'est une boîte très entrepreneuriale, forcément. C'était une start-up qui a évolué et on reste encore sur plein de sujets, encore l'esprit start-up. Donc, il y a énormément de projets d'innovation, de trucs que les équipes viennent et montent et nous présentent pour des investissements, pour des demandes d'investissement, que c'est assez régulier. Là, on vient de lancer par exemple le Népal. Et Népal, pareil, il faut monter un business plan, voir est-ce que le pays, avec toute sa complexité, on va perdre de l'argent les premières années, à quel moment on commence à faire de l'argent. Donc, je pense que
Et moi, forcément, ma vision en finance, c'est que j'essaie de voir la long terme, vraiment le long terme. Si j'investis aujourd'hui $1, est-ce que dans 10 ans, ça vaut le coup? Est-ce que dans 5 ans, ça vaut le coup? Combien de temps je vais attendre pour faire de l'argent? Est-ce que j'aurai besoin de beaucoup de cash? Jusqu'à quand? Enfin, il y a énormément de sujets quand on est entrepreneur, quand on démarre. Et j'ai vu énormément de projets aussi qui tiennent pas la route parce qu'ils n'ont pas été, il n'y a pas eu assez une approche assez financière aussi au début. Alors, avoir une approche trop financière dès le début, un esprit trop financier peut faire qu'on n'y va pas, on ne fasse pas et peut-être qu'on rate une opportunité. Donc vraiment, il y a une espèce d'équilibre à trouver entre les deux. C'est comment on arrive à avoir au moins on appelle ça path to profitability. Vraiment, est-ce qu'on fera de l'argent et quand, à quel moment? Et pas parce que je suis optimiste et je pense que voilà, j'ai une idée géniale et je vais la lancer. Tout le monde va commencer à acheter mon produit et je vais le vendre cher et je vais pas payer très cher et mes marges vont être très confortables et je vais être millionnaire. C'est vraiment prouver exactement quels sont les... Et avoir plusieurs scénarios aussi. Base case, tu vois, vraiment un scénario base, un scénario optimiste, hyper optimiste si on veut, mais aussi un scénario avec plein de risques parce qu'on sait que ça va arriver. Et donc vraiment les entrepreneurs qui démarrent sur des projets, avoir une vision un peu long terme, tu vois, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça sert à rien parce que on sait absolument pas ce que ça va donner dans 10 ans, mais au moins 3 ans, 5 ans, avec des vraies hypothèses, des larges hypothèses, euh, et être OK avec le risque. Pas essayer de l'éviter, dire non, 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 ça va jamais arriver. Non, potentiellement, ça peut arriver. Quel est le risque? Quel est quel est le niveau de risque? Pour pouvoir aussi pivoter assez rapidement. Et ce que je trouve aussi qui fonctionne bien sur des nouveaux projets, c'est de faire aussi des milestones. C'est-à-dire, bon, OK, on est OK sur un business plan, mais au bout de 3 mois ou au bout de 6 mois, on doit arriver à temps ou à réaliser, je sais pas, des KPI qu'on aurait définis. Et si à ce moment-là, ça fonctionne, on continue. Si ça fonctionne pas, est-ce qu'il faut pivoter? Est-ce qu'il faut faire autre chose? Penser à autre chose, repositionner autrement, vraiment avoir ce côté stage-gated pour pas découvrir au bout d'un an qu'on ne peut plus payer les salariés et que c'est compliqué et que même on a un compétiteur qui vient d'arriver et qui vient de tout, qui est arrivé au moment où on n'avait plus d'argent et donc compliqué de défendre. Euh, donc oui, je dirais vraiment une vision un peu plus moyen terme, aligner les risques et les opportunités et puis avoir vraiment une partie stage-gated. Merci beaucoup, Amal. Donc, Ça répond à ta question? oui, vous m'avez donné les éléments clés auxquels je pourrais me focaliser lors des prochaines sessions de formation. Voilà. Et on peut toujours la contacter. Elle reste disponible pour les arts. Avec grand plaisir. Alors, une dernière intervention de la part alors c'est Mouna Benziada. Mouna, si tu veux bien prendre la parole. Bonjour à tous. Bonjour, Mouna. Quel plaisir de rencontrer les alumni de l'ESA. Et merci beaucoup pour ce webinaire très constructif. Merci à toi, Mouna. En fait, c'est une proposition, en fait, parce que c'est un thème complètement différent pour la relation entreprise-banque. Donc, moi, je travaille à la banque. Et je ne sais pas si Emma serait ouverte justement pour discuter sur cette thématique, c'est-à-dire la relation entre les entreprises et les banques. Donc, parce que là, en fait, j'ai fait un constat, en Algérie en tout cas, soit le client il vient à la banque pour s'enrichir, soit il ne vient pas. C'est-à-dire ils sont vraiment autonomes, ils veulent travailler seuls, etc.
Et sachant que vraiment un financement ou un crédit, il peut être vraiment un levier pour le développement de l'entreprise. Voilà, donc c'est la problématique sur laquelle je travaille actuellement. Non, effectivement, je pense que ça peut être toute une session complète. Je suis pas experte en relations bancaires du tout, mais évidemment, enfin, je pense que les banques sont essentielles à une entreprise pour faire de la croissance, pour aller chercher de la croissance. Euh, donc, on fait énormément d'arbitrage en interne sur est-ce qu'on utilise nos propres capitaux ou est-ce qu'on utilise les capitaux de la banque. Et où est-ce que c'est intéressant? Quel est notre coût de capital versus ce que la banque peut proposer? Et est-ce que c'est plus intéressant de passer par la banque? Si on a, pareil, c'est la condition des boîtes, ça doit être probablement les conditions de boîte. Est-ce qu'ils ont du cash qui leur permet de réinvestir? Ou est-ce qu'ils ne sont pas dans une approche de réinvestissement juste opérationnel? Enfin, ils sont dans un mode opérationnel, du coup, ils réinjectent l'argent, le cash qui sortait, ils le réinjectent dans les opérations, donc ils n'ont pas forcément besoin de support de la banque. La banque, de ce que je vois, enfin, de ce que de mon point de vue, de mon expérience, c'est pareil, elle est limitée, c'est pas. Et pareil, c'est pas forcément un contexte algérien, mais souvent en entreprise, on va aller à la banque parce qu'on a besoin de financement parce qu'on n'arrive pas à le faire, ou où la banque nous permet d'avoir un financement qui coûte moins cher que si nous, on le finançait nous-mêmes. Si la banque donne des taux d'intérêt, par exemple, plus intéressants que notre coût de capital, là, ça devient intéressant. Je pense qu'il y a aussi est-ce que les boîtes, il y a peut-être la prospection aussi à faire pour voir ce qu'il y a des boîtes qui seraient intéressées à faire de la croissance, est-ce qu'ils sont intéressés par de la croissance? Et s'ils veulent réinvestir, est-ce qu'ils ont besoin de la banque? Est-ce qu'ils ont besoin de 100% de la banque? Est-ce qu'ils ont besoin partiellement de la banque? Est-ce que c'est les grandes entreprises? Est-ce que c'est les PME? Pareil, l'approche est vraiment différente. Est-ce que c'est les micro-entreprises? Comme je disais, c'est un sujet, je pense, qui est très, très, très vaste. Et je ne ferai pas justice, je pense, en parlant en 2 minutes. Bien, écoute, Amel, on va pas trop abuser de ton temps. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Merci à toi pour ce partage très riche, inspirant et concret. Personnellement, j'ai le souvenir d'une demoiselle très sociable, très souriante et toujours bienveillante. Et donc, je pense que c'est peut-être aussi un peu le secret de ta réussite en entreprise. Merci donc aussi également à toutes les personnes présentes pour leur participation et leurs questions. Disons que ce webinaire marque un petit peu le début d'une série de rencontres. Je suis ravie que ça commence avec ML. ESA Alumni, c'est un réseau de partage, de construction, et nous espérons vous retrouver très bientôt donc, pour les prochains webinaires. Le prochain rendez-vous sera lundi prochain. Je suis sûre qu'elle sera connectée avec nous. Ça sera avec la grande entreprise Vols, qui est donc une start-up ou maintenant une jeune entreprise algérienne. Et c'est aussi des alumni ESA qui ont fait ce pari fou et qui ont de belles choses à nous raconter la semaine prochaine. Donc, ça sera lundi 18h30 pour ceux qui voudront nous rejoindre. Merci Amel, merci à tous. Merci beaucoup, à bientôt. Rendez-vous avec Salaheddine par email. Avec plaisir. Avec plaisir. Et s'il y a des questions, n'hésite pas à les envoyer. Amel, je voulais juste te remercier. C'était vraiment un honneur de t'avoir. Et merci beaucoup pour le partage d'expérience. Non, merci. C'est moi qui est très, très, très contente de pouvoir renouer avec vous tous. Plaisir, au plaisir. Merci beaucoup et bon courage. Merci.